pour faire une analyse de l'évolution des relations Égypte-États-Unis, nous avons en ligne Madame l'ambassadeur Wafaa Bassim, ancien vice-ministre des Affaires étrangères. Bonsoir Madame l'ambassadeur. Bonsoir. Alors Madame l'ambassadeur, on voudrait parler tout d'abord de la qualité et de l'évolution des relations Égypte-États-Unis. Votre rapport, votre excellent rapport que vous venez de présenter il y a quelques instants a bien illustré le progrès, le développement, les points importants des relations égypto-américaines. Nous parlons toujours de partenariat stratégique. Nous avons beaucoup de facteurs qui relient les deux pays dans ce partenariat, que ce soit l'intérêt dans les questions politiques sur le plan international ou régional. Vous avez bien mentionné la question palestinienne en premier ordre, le processus de paix, le rôle de l'Égypte qui a été salué par les États-Unis en vue de la crise récente en Gaza, mais aussi il y a l'importance du rôle égyptien pour la sécurité du Golfe, qui est aussi un dossier primordial dans les relations américaines avec les pays de la région. Sur le plan économique, n'oublions pas, il y a et aussi, j'aimerais retourner aussi au dossier politique, il y a le combat contre le terrorisme, que ce soit le terrorisme d'État ou le terrorisme des acteurs qui ne sont pas des États. Donc, l'extrémisme, que ce soit un extrémisme qui se cache derrière les religions ou des idées politiques, des idéologies politiques, la présence de groupes armés qui représentent un défi et une menace à la stabilité, au développement de plusieurs pays et régions, non seulement dans le Moyen-Orient, mais aussi dans tous les coins de l'Afrique. Et d'ailleurs, je crois que ce sera un des dossiers très importants que le sommet africo-américain qui se tiendra, qui a déjà débuté les préparatifs et qui se tiendra demain, va traiter. Nous avons beaucoup de problèmes qui se rattachent au terrorisme, l'importance de combattre ce terrorisme, de combattre et de résoudre les conflits armés, surtout en Afrique, pour permettre le développement soutenable de notre continent. Il y a le plan, il y a maintenant aussi la notion élargie de sécurité, qui n'est plus un concept qui se rattache aux armes, aux conflits armés, aux guerres, que ce soit les petites guerres régionales ou des guerres un peu plus élargies, mais le concept aussi s'attache à la nourriture. Donc nous avons la sécurité alimentaire qui s'attache maintenant au changement climatique, et nous avons vu à quel point les États-Unis ont montré leur intérêt au plus haut niveau par la participation du président américain au COP27
qui s'est tenu en Égypte à Sharm el-Sheikh le mois passé. Et qui est, disons, les changements climatiques sont un point très très important et nous savons à quel point il y avait des différences entre les pays d'Afrique et des grands pays industriels, dont les États-Unis, en ce qui concerne les émissions de gaz, l'usage de l'énergie à part des fossiles et ainsi de suite. Ça aussi, c'est un point important. Il y a les investissements américains en Égypte et qui peuvent utiliser le fait que l'Égypte est un membre du COMESA pour représenter un portail élargi pour les produits américains pour entrer dans un énorme marché africain à travers l'Égypte, les investissements, le transfert de technologie et n'oublions pas aussi que l'Égypte n'est pas seulement membre du COMESA mais d'autres groupements et finalement il y a la zone de libre-échange toute africaine qui vient d'être mise en force, en exécution il y a juste une année et qui je crois sera très importante pour encourager et renforcer commerciale entre l'Afrique, dont l'Égypte aussi, mais aussi et avec les groupements régionaux et les grandes puissances économiques comme les États-Unis. Où en est-on, Madame l'ambassadeur, avec cette zone africaine de libre-échange? Comment? Excusez-moi. Où en est-on dans ce projet de zone de libre-échange africaine? Où en était? Où en est-on? C'est-à-dire, quelle est la situation actuelle de cette zone de libre-échange? Cette zone de libre-échange, elle a maintenant le nombre suffisant d'adhérents, que ce soit signature ou ratification, et il y a les réunions périodiques qui se tiennent pour voir comment on va l'appliquer sur le terrain, comment elle deviendra non seulement un accord ou un traité, mais comment sera la mise en œuvre des différents articles de cet accord-là et comment aussi on va harmoniser cet accord avec les accords régionaux présents, que ce soit la COMESA, le SADC, les Quad, toutes les différentes zones qui se trouvent au sud, est, ouest de l'Afrique et au centre aussi. D'autre part, elle va toucher certainement à la facilitation du commerce en ce qui concerne la levée des barrières, que ce soit des barrières de tarifs ou de barrières de non-tarifs, que ce soit les taxes, que ce soit les coutumes, que ce soit aussi l'assistance technique en ce qui concerne le stockage et le supplément des chaînes d'importation. Et pour le processus de paix israélo-palestinien que vous avez mentionné tout à l'heure, l'Égypte, comme les États-Unis, la Jordanie aussi, déploie des efforts énormes depuis des dizaines d'années dans cette question et le problème n'est pas encore résolu. Alors, d'après vous, que faudrait-il pour que ce processus de paix voit un jour un terme? Disons que la situation est assez difficile, surtout avec les dernières élections en Israël,
les changements qui se tiennent sur le plan palestinien. Il faut tout d'abord un appui international important pour que la Palestine ait le droit de acclamer un État indépendant sur le plan des Nations Unies. En fait, en ce qui concerne le Conseil de sécurité, ça a été un peu difficile et à cause du veto américain, ça n'a pas marché. Donc, on est obligé de présenter la chose sur le plan de l'Assemblée générale. Mais, disons, là, le rôle des États-Unis est très important en vue des relations très privilégiées qu'elle a avec l'État israélien. Aussi, c'est très important de trouver des idées en dehors des idées habituelles, traditionnelles, pour faire en sorte que les différents partis reviennent à la table des négociations. Et quelle est la position des pays africains et des États-Unis concernant la guerre russo-ukrainienne qui a certainement des impacts, un impact sur tout le monde? Il est très clair, les positions sont très claires, même si les États-Unis, disons, ils donnent un appui très musclé pour l'Ukraine, mais disons, il y a un principe général dans le monde entier et auquel les États-Unis adhèrent, et celui de trouver qu'il est préférable que tout le monde s'aligne sur le principe de trouver une solution à travers les moyens diplomatiques pour mettre fin à ce conflit-là qui s'aggrave de jour en jour et qui a des impacts non seulement sur la région européenne, l'Est de l'Europe et la Russie, mais que l'impact et les résultats néfastes se sont étendus presque au monde entier, surtout sur le plan de l'énergie, de la sécurité alimentaire, des transports. Et si nous ajoutons ça à la situation précaire qui a été créée par la pandémie du Covid-19, nous voyons à quel point la situation est très grave, que ce soit politique, sécuritaire ou économique. Et quels sont les scénarios pour cette guerre? C'est-à-dire, va-t-elle se terminer? Il y aura un vainqueur vaincu? Se poursuivra-t-elle encore pendant des années? Que disent les politiciens? Ou qu'attendent les politiciens? Écoutez, c'est trop tôt de parler de la fin de la guerre et de ce qui va découler. Quels seront les résultats? Est-ce qu'il y aura vainqueur et vaincu? Ou bien on va trouver... Parce que dans aucune guerre maintenant, il y a toujours une situation précaire, grave, des deux côtés, surtout sur le plan humanitaire, sur les pertes des vies humaines, sur la destruction de l'infrastructure. Donc, le plus rapidement on met une fin à cette guerre avec les efforts internationaux sur tous les plans, le moins nous aurons des pertes, des situations de perte de désastres humains, de réfugiés, maintenant aussi, qui représentent une
aussi une menace sécuritaire dans plusieurs pays, non pas parce parce qu'ils apportent des problèmes d'armement ou des problèmes militaires, mais sur le balance précaire des habitants dans chaque pays et de la situation d'inflation, de problèmes économiques qui existent déjà. Dernière question, Madame l'ambassadeur. Quelle est l'importance stratégique aujourd'hui de l'Égypte pour le monde comme pour les États-Unis, bien sûr? Je crois que c'est une question qui se répond elle-même à travers les autres questions dont nous avons parlé. L'Égypte reste toujours un point pivotal, un pays pivotal important, que ce soit dans la sécurité de la Méditerranée, que ce soit dans la sécurité et des conflits armés et des problèmes économiques sur le plan de l'Afrique. Et nous avions bien vu à quel point l'Égypte relie son plan stratégique des années 20-30 avec le plan stratégique de l'Afrique de 2063 et qu'elle associe tout cela avec les buts de développement des Nations Unies, les SDG, que ce soit dans leur forme, leur première forme ou dans leur forme actuelle. Nous voyons aussi l'importance de l'Égypte qui est invitée dans plusieurs événements importants, que ce soit sécuritaire ou économique, dans les groupements régionaux, comme avec les pays du Golfe arabe, ou nos relations dans la question de la Libye, par exemple, où l'Égypte joue un rôle primordial en ce qui concerne l'énergie et avec l'exploration en mer et en terre des nouvelles sources de gaz. Tout cela fait, chaque facteur de ces facteurs-là ajoute à l'importance stratégique de l'Égypte dans sa région. Bon, encore une dernière question, Madame l'ambassadeur. L'un des dossiers vraiment très importants pour l'Égypte et pour les pays africains, c'est la sécurité alimentaire. Comment est-ce que cette réunion entre l'Égypte, les pays africains et les États-Unis pourrait jouer un rôle sur ce dossier? Bon, c'est un problème très important, surtout en ce qui regarde les grains, assurer une ration alimentaire importante, surtout pour l'Afrique qui souffre le plus après les guerres, la guerre de l'Ukraine, après la pandémie et aussi à cause des désastres naturels comme la sécheresse, la désertification, les problèmes des changements climatiques qui ont le plus grand impact sur l'Afrique, sur le plan de sécurité alimentaire, où nous avons des millions d'habitants africains qui n'ont pas le minimum de rations alimentaires dont l'être humain a besoin. Oui. Et de là, et qui sont obligés d'assumer les problèmes de changement climatique sur le plan alimentaire sans être eux-mêmes coupables de ces changements climatiques. Ben, justement, c'est ce qui a été dit durant la COP 27. Ils ont décidé de la création d'un fonds. Est-ce que des actions ont été prises dans ce sens? Pas encore, madame. Maintenant, il faut voir comment ce fonds va travailler, quelles seront les contributions. Ce que l'Égypte a bien assuré comme principe important dans le COP 27,
c'est comment travailler ensemble. Comment sera la mise en œuvre et non pas seulement des énoncés et des slogans, des déclarations qui n'ont pas un moyen pratique d'être assurés, d'être fonctionnels. Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, je vous remercie beaucoup pour cette intervention et ces informations très précieuses. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.